Bonsoir à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver cet après-midi pour faire le tour de l'actualité internationale. Au sommet de ce journal, au Nigeria, 9 personnes ont inculpé pour le massacre de Yelewata, tandis que l'armée annonce la mort d'un haut responsable de Boko Haram. En RDC, au moins 200 morts après l'effondrement d'une mine de coltan à Rubia, un drame qui secoue l'Afrique centrale. Et puis en Ukraine, en nouvelle frappe russe sur Kiev, des milliers d'habitants se réfugient dans le métro et des infrastructures énergétiques sont touchées. Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Bedroumendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance, donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition. Nous démarrons ce journal en Afrique de l'Ouest, au Nigeria. 9 personnes ont été inculpées pour leur implication dans le massacre de Yelewata survenu en juin 2025 et ayant fait 150 morts. Elles sont poursuivies pour 57 chefs d'accusation liés au terrorisme. Suivons ensemble. 9 personnes accusées d'avoir perpétré une attaque meurtrière dans le centre-nord du Nigeria ont comparu lundi devant un tribunal fédéral. Ces individus ont été inculpés pour leur rôle dans la mort d'environ 150 personnes lors du massacre de Yelewata en juin 2025. Les 9 personnes font l'objet de 57 chefs d'accusation de terrorisme et risquent la peine de mort ou la prison à perpétuité. Tous sont plaidés non coupables devant les accusations liées à l'attaque meurtrière perpétrée contre Yelewata, un village situé dans l'état nigérian de Benue. Le porte-parole de la présidence, Kamarudin Ogundele, a déclaré dimanche dans un communiqué que le gouvernement nigérian avait mené une enquête minutieuse et une collaboration avec les agences gouvernementales. Dans la nuit du 13 au 14 juin 2025, plusieurs assaillants ont ouvert le feu sur la communauté de Yelewata. Les agresseurs ont tiré sur les villageois endormis et incendié leur maison, selon des survivants. Le président nigérian Bola Tinubu avait qualifié l'attaque d'effusion de sang insensée. Toujours au Nigeria, l'armée annonce la mort d'un important commandant de Boko Haram. Il s'agit d'Abou Khalid, présenté comme le numéro 2 du groupe djihadiste dans la forêt de Sambisa dans l'état de Borno. Les autorités parlent d'un coup dur porté à l'organisation. Plus de détails dans cet élément. L'armée nigériane a annoncé dimanche avoir tué un commandant de Boko Haram et 10 combattants du groupe djihadiste au cours d'une opération dans le nord-est du pays. Selon un communiqué, les troupes nigérianes ont attaqué les combattants dans la nuit de samedi à dimanche dans l'état de Borno. Le chef djihadiste tué a été identifié comme étant Abou Khalid, le numéro 2 de Boko Haram dans la forêt de Sambisa, au cœur de l'état de Borno. Le communiqué de l'armée décrit Abou Khalid comme une figure clé au sein de la hiérarchie terroriste qui coordonnait les opérations et la logistique sur l'axe de Sambisa. Les troupes nigérianes n'ont déclaré aucune perte dans leur rang pendant l'opération. Les soldats ont saisi plusieurs objets appartenant aux combattants djihadistes, dont des armes, des denrées alimentaires et du matériel médical. L'armée a également affirmé poursuivre ses opérations de contre-terrorisme dans le nord-est du Nigeria.
Le pays lutte depuis plus d'une décennie contre Boko Haram et son groupe dissident, l'État islamique en Afrique de l'Ouest. L'insurrection djihadiste dans le nord-est du Nigeria a fait plus de 40 000 morts et déplacé environ 2 millions de personnes depuis 2009 selon les Nations Unies. En Afrique centrale, la République démocratique du Congo est endeuillée après l'effondrement d'une mine artisanale de coltan à Rubia dans l'est du pays. Une semaine après le drame survenu le 28 janvier, les familles restent plongées dans le deuil. Le bilan fait état d'au moins 200 mineurs morts. Ce drame relance le débat sur la sécurité dans les sites miniers artisanaux en Afrique. Suivons ensemble. Dans l'est de la République démocratique du Congo, une semaine après l'éboulement survenu le 28 janvier dans les mines artisanales de coltan de Rubaya, les familles sont en deuil. Au moins 200 creuseurs artisanaux auraient péri, ensevelis lors de l'effondrement progressif d'une colline provoquée par de fortes pluies. Les premières opérations de secours ont permis d'extraire les personnes les plus accessibles. Plusieurs d'entre elles ont été retrouvées sans vie et placées à l'écart. Mon frère n'a pas été retrouvé ce soir-là. Les recherches ont repris le lendemain. Ils ont relancé les fouilles et il a fallu déployer des moyens considérables pour tenter de libérer son corps. Au cours de ces recherches, ils ont découvert d'autres corps, ceux de personnes inconnues, qu'ils ont simplement déposés sur le côté. L'effondrement s'est produit vers 15 h alors que des pluies intenses s'abattaient sur la région depuis plusieurs jours. À Rubaya, les mineurs artisanaux travaillent dans des tunnels étroits, creusés à la main sans soutènement ni issue de secours. Un premier glissement de terrain a entraîné l'affaissement de toute une colline piégeant des centaines de mineurs sur l'un des sites de coltan les plus stratégiques du pays. Nous étions dans la mine quand il a commencé à pleuvoir. Nous avons vu la colline s'effondrer sur les mineurs. Certains sont sortis indemnes, d'autres sont morts, tandis que d'autres encore observaient la scène à distance. Les mines de Rubaya produiraient près de 15% du coltan mondial. Des experts de l'ONU affirment que le M23 pille ses ressources en RDC avant de les exporter via le Rwanda pour financer son insurrection. Kigali a toujours nié ces accusations. Hors du continent africain, la guerre en Ukraine en connaît une nouvelle intensification. Des frappes aériennes russes ont visé Kiev dans la nuit, faisant plusieurs blessés et mettant fin à une courte accalmie. Des milliers d'habitants ont passé la nuit dans le métro pour se protéger. La situation humanitaire reste préoccupante dans la capitale ukrainienne. Reportage à suivre. Toujours en Ukraine, ces nouvelles frappes russes ont également ciblé des infrastructures énergétiques. Les autorités ukrainiennes signalent des dégâts sur le réseau électrique. Ces attaques ravivent les inquiétudes à l'approche de nouvelles tensions sur l'approvisionnement en énergie dans un conflit aux conséquences économiques mondiales. Extrait à suivre. Damien, alors oui, on a déjà les premiers chiffres, 450 drones, 60 missiles ont été utilisés contre l'ensemble de l'Ukraine avec des infrastructures énergétiques qui ont été touchées, notamment à Kiev, dans la capitale, qui avait été relativement épargnée ces derniers jours suite à une demande de Donald Trump, mais la calmie n'aura duré donc que très peu de temps. La ville de Dnipro a également été ciblée. Et puis ici, à Kharkiv, où je me trouve, où il fait moins 23 degrés et où le système
de chauffage a dû être déconnecté suivant ces frappes, donc des frappes d'une grande ampleur contre l'ensemble du pays qui plonge à nouveau des millions de personnes dans le froid, alors que le maire ici, Igor Terehov, enjoint la population, comme l'avait fait Vitali Klitschko à Kiev ces derniers temps, à utiliser les points d'invincibilité. Ce sont des îlots d'énergie, des îlots de chaleur installés dans des bâtiments publics, des administrations, des écoles, des gymnases, et où la population peut se réchauffer, charger tous les appareils électriques qui peuvent l'être. Parfois, on peut aussi y dormir tant la situation est critique, puisque, je le rappelle ici, les températures sont absolument glaciales, moins 23 degrés. Ça devrait durer encore une semaine alors que la Russie continue ses bombardements contre le pays. Et notamment des sites énergétiques. Est-ce que ces attaques, elles peuvent influer sur ces discussions qui sont censées avoir lieu demain mercredi à Abu Dhabi ? Eh bien, écoutez, le ministre des Affaires étrangères, Andrei Sybiha, a pris la parole suite à ces frappes. Il a déclaré que cela, évidemment, portait atteinte au processus diplomatique. Cela s'inscrit finalement dans la position ukrainienne qui continue ses pourparlers et qui espère surtout, comme l'avait dit Volodymyr Zelensky, que les États-Unis puissent obtenir des mesures de désescalade, par exemple concernant ces frappes sur les infrastructures énergétique. Ces espoirs semblent en tout cas, si on regarde ce qui s'est passé au cours de la nuit, être plutôt déçus jusqu'à présent, alors que le président ukrainien avait aussi averti qu'en ce qui concerne le dossier le plus problématique de tout accord visant à atteindre la paix, eh bien c'est la question territoriale. Pour le président ukrainien, ne pourra être réglée que si Vladimir Poutine accepte de le rencontrer, donc une rencontre directe entre les chefs d'État, sauf que cela semble encore très loin d'être à l'agenda, tout comme ce qui semble aussi être très loin de ce qui se passe ici sur le terrain, eh bien c'est l'arrêt des frappes sur les infrastructures énergétiques. Cette dernière attaque de grande ampleur, à grande échelle, plonge à nouveau les Ukrainiens dans le froid. Les coupures d'électricité se poursuivent également. C'est sans aucun doute l'hiver le plus difficile pour la population ukrainienne depuis 2022. Sur le plan économique international, l'Inde annonce qu'elle va mettre fin à l'achat de pétrole russe. Cette décision intervient après un accord avec Donald Trump. En échange, les États-Unis vont réduire les droits de douane sur les produits indiens. Un changement stratégique qui pourrait influencer le marché mondial de l'énergie. Reportage à suivre. Le président américain Donald Trump veut réduire les droits de douane sur les marchandises en provenance d'Inde. La taxe serait de 18% au lieu des 25% actuels. La décision intervient alors que le Premier ministre indien Narendra Modi a accepté d'arrêter d'acheter du pétrole russe. Les droits de douane supplémentaires de 25% imposés à l'Inde pour avoir acheté du pétrole russe en août pourraient également être supprimés. Donald Trump affirme que l'Inde, de son côté, va supprimer les taxes à l'importation sur les marchandises américaines. Le pays devrait aussi acheter pour 500 milliards de dollars de produits américains selon le président. Cette décision intervient après des mois de pression exercée par Trump afin que l'Inde réduise sa dépendance au pétrole brut russe bon marché. Alors qu'une grande partie du monde cherchait à isoler Moscou suite à l'invasion de l'Ukraine en février 2022, l'Inde a profité de la situation et de la baisse des prix du pétrole russe. Une attitude que le président américain n'a cessé de condamner. L'annonce de l'accord avec l'Inde intervient alors que l'envoyé spécial de Donald Trump, Steve Witkoff, et son gendre, Jared Kushner, devraient tenir une nouvelle série de pourparlers avec des responsables russes et ukrainiens à Abu Dhabi cette semaine. En Zambie, 8 mois après la mort de l'ancien président Edgar Lungu, le lieu de son inhumation continue de faire polémique. Des procédures judiciaires empêchent toujours la tenue des obsèques. Une situation inédite qui divise l'opinion publique zambienne. Image à suivre. Le lieu d'inhumation de l'ancien président zambien Edgar Lungu continue de défrayer la chronique 8 mois après sa mort. Un balai judiciaire bloque les obsèques de l'homme décédé le 5 juin 2025.
La famille du défunt dirigeant souhaite un enterrement en Afrique du Sud, lieu du décès. Demande rejetée par la haute cour de Pretoria qui a ordonné en août dernier que la dépouille de Lungu soit rapatriée dans son pays pour des funérailles nationales, telles que voulues par le gouvernement zambien. En tant qu'ancien chef d'État, Lungu a droit à des funérailles nationales en Zambie et les souhaits de sa famille ne sauraient prévaloir sur l'intérêt national, indique Pretoria. Pourtant, aucun rapatriement officiel n'a encore été effectué. La famille aurait saisi la Cour suprême d'appel d'Afrique du Sud, mais son silence entretient les spéculations. L'analyste politique Donald Poruzingazi a estimé que ce retard inhabituel pourrait cacher des motivations politiques et le blocage de la situation pourrait alimenter les tensions à l'approche des élections présidentielles en Zambie. Et nous terminons ce journal par une actualité de Gaza où la réouverture du poste frontière de Rafah avec l'Égypte redonne un souffle d'espoir aux populations palestiniennes après des années de fermeture. Cette reprise des passages permet à des familles séparées de se retrouver et facilite l'accès aux soins médicaux et à l'étranger. Une évolution suivie avec attention en Afrique de l'Ouest où la situation humanitaire à Gaza suscite une forte mobilisation diplomatique et citoyenne. Suivons ensemble. Alors que le poste frontière de Rafah a rouvert lundi, de nombreux Palestiniens attendaient impatiemment leurs proches à l'hôpital Nasser, à Khan Younes, dans le sud de Gaza. Ils espèrent voir arriver des membres de leur famille qui étaient partis se faire soigner en Égypte avant la fermeture totale de la frontière. J'espère que le passage restera ouvert. Si Dieu veut, il restera ouvert pour tout le monde, pour tous les malades, tous les blessés, et que les étudiants puissent partir étudier, et pour que tout redevienne comme avant la guerre. Selon les autorités sanitaires de Gaza, environ 20 000 enfants et adultes palestiniens ayant besoin de soins médicaux espèrent quitter l'enclave dévastée via ce passage, contrôlé par Israël depuis 2024. Si Dieu le veut, ils retourneront auprès de leur famille. Les malades voyageront et se rétabliront. Ceux qui sont à l'étranger reviendront sains et saufs dans leur pays et le passage restera ouvert 24 heures sur 24. L'émissaire américain Steve Witkoff est attendu ce mardi en Israël pour relancer les discussions avec Netanyahou sur le plan Trump et la suite du cessez-le-feu. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce journal. Merci de votre attention. Excellente suite de programme à vous.